La Seconde Guerre mondiale a vu l'utilisation des blindés de manière plus efficace et brutale que dans tout autre conflit précédent. Les tactiques de guerre d'usure, comme celles de la Première Guerre mondiale, partageaient désormais l'espace des théâtres d'opération, avec des attaques rapides et décisives de chars contre des points stratégiques de la défense ennemie qui faisaient tomber des pays entiers en quelques jours. Dans le Pacifique, les blindés se révélaient plus difficiles à utiliser car les combats se déroulaient sur de petites îles pleines d'obstacles géographiques, comme des rivières et des terrains instables. Ainsi, les chars utilisés là-bas devaient être de taille et de poids réduits et aussi pouvoir être transportés par bateau. À cet égard, le M4 Sherman américain s'est révélé être une plateforme polyvalente et résistante. Au début du conflit, les Sherman étaient vraiment équipés de canons courts de 75 mm, ce qui suffisait pour affronter les blindés japonais, comme le type 97 Shiha ainsi que les fortifications légères. Les Japonais, en revanche, ont développé des blindés comme le type 3 Chinook, dotés d'armements plus puissants, mais qui n'ont pas été produits en nombre suffisant pour modifier l'équilibre des forces sur le champ de bataille. En Inde, la situation était complètement différente. Lorsque le débarquement allié en Normandie a eu lieu et que le contact a été établi avec les troupes blindées de Luftwaffe et de défense territoriale allemande, le Sherman conventionnel s'est révélé dépassé. Les canons longs de 75 mm des Panthers et de 88 mm des Tigers pouvaient facilement percer le blindage d'une myriade de chars des forces d'invasion, ce qui a nécessité une réponse rapide. Les Britanniques ont modifié certains de leurs Sherman reçus par Lend-Lease pour utiliser le plus puissant canon KF, 17 Pounder de 76,2 mm qui était auparavant utilisé comme arme anti-char mobile, mais qui a été adapté pour être monté dans la tourelle du Sherman. Tout comme les Américains, ils ont commencé à utiliser le canon long de 76 mm, le M1L55. Ces armes pouvaient, avec un tir plus précis, désactiver les blindés allemands. Mais une autre réponse est également venue avec l'augmentation du blindage. En plus de recevoir également une amélioration de l'armement, les versions les plus blindées du Sherman, connues sous le nom de Jumbo, ont commencé à être vues plus fréquemment sur le champ de bataille. En plus de disposer d'un blindage frontal repensé, ils bénéficiaient également d'un autre type de construction et de traitement du métal, rendant leur protection plus efficace. La stratégie des blindés plus légers, dotés d'un armement plus puissant pour être utilisés comme chasseurs de chars, a également été une mesure qui a fonctionné pendant une courte période. Parmi les véhicules alliés les plus mémorables ayant accompli cette mission figurent le M10 Wolverine et le M10-8 Hellcat. Mais la poursuite des affrontements a démontré qu'il fallait un autre blindé capable d'affronter directement d'éventuelles offensives ennemies. Les leçons tirées des combats jusqu'à ce moment-là indiquaient un usage potentiel de chars plus lourds en Europe. En plus d'avoir constaté les résultats de l'arrivée des chars de la série Joseph Staline sur le front de l'Est, les États-Unis avaient déjà envisagé l'idée de blindés plus lourds pour leurs troupes. Parmi les projets de chars plus lourds figuraient ceux de la série T-20 dès 1942. Le département du matériel de guerre de l'armée des États-Unis reçut une demande de développement d'un nouveau char appelé T-20. Ce nouveau blindé devait servir de mise à niveau pour le Sherman, mais il serait utilisé comme une plateforme d'essai pour de nouvelles technologies à employer sur les chars. Ainsi, un design ayant les mêmes dimensions que le Sherman fut proposé afin de conserver la possibilité de transport avec les moyens disponibles à l'époque. En utilisant la technologie et certains éléments communs au M4, il fut décidé de construire 3 prototypes, le T-20, le T-20E1 et le T-20E2, avec des tourelles et des mécanismes qui pouvaient peut-être échanger pour les essais. Tous ces véhicules, dès le début, avaient été conçus dans l'idée de servir uniquement de plateforme d'essai pour de nouveaux concepts. Les T-Wing devaient initialement recevoir un moteur V12 plus puissant, mais elle a été remplacée par un V8 plus simple. De même que l'utilisation d'une suspension horizontale à ressort, à volute, plus résistante que celle du M4,
une version allongée du canon de 75 mm et un blindage frontal de châssis renforcé. L'un des exemplaires du T-Wing a testé la transmission automatique MDX-8 Hellcat. Ce type de transmission facilitait grandement l'utilisation du char et, sur une plateforme légère et agile comme le M18, il s'est révélé parfait. Mais en 1943, lors des essais du T-20, elle ne s'avérait pas encore viable sur un char plus lourd, le T-23. Il a même testé un type de suspension différent, déjà connu à l'époque et utilisé par les Allemands sur le Panther, la suspension à barre de torsion. Ce mécanisme, constitué de plusieurs barres métalliques reliées par un système complexe sous le char, répartissait de manière égale à travers tout le système qui déplaçait et soutenait le blindé les chocs provoqués par les mouvements sur le terrain. Ainsi, à grande vitesse ou sur un terrain accidenté, le char oscillait de manière uniforme dans son ensemble, ce qui causait moins de stress à l'équipage et aux autres parties plus fragiles du véhicule. Le problème de ce type de mécanisme, c'est qu'il est situé dans la partie la plus intérieure et inférieure du char. En cas de besoin de réparation de l'un des composants, il fallait pratiquement démonter entièrement le véhicule, ce qui entraînait une faible disponibilité opérationnelle, à moins que le char n'ait été conçu en tenant compte du facteur maintenance. Les successeurs du T-20 étant le T-22 et le T-23. La transmission torquematique n'était pas encore pleinement opérationnelle. Dans les modèles lourds, le T-22 utilisait donc la même transmission que celle des M4 classiques, ainsi que les canons et la motorisation des T-20. Un exemplaire du T-22 a été modifié pour utiliser un chargeur automatique qui effectuait mécaniquement le travail de l'un des membres de l'équipage, le chargeur, réduisant ainsi le nombre de soldats à l'intérieur. Mais le besoin urgent d'un remplaçant pour le M4 n'apparaîtrait qu'en 1944. Un an plus tard, alors, le projet a progressé vers d'autres objectifs. C'est alors qu'est apparu le T-23 avec presque toutes les mêmes caractéristiques que le T-22 à l'exception de la transmission. Ce modèle de char aurait 6 prototypes produits et 250 exemplaires de série fabriqués, mais ces chars ne verraient jamais le combat sur aucun front extérieur. Tous les T-23 ont servi uniquement sur le sol américain, pour l'entraînement et la défense locale, car il n'y avait pas une confiance totale dans leur mécanisme de transmission. Quelques exemplaires du T-23 ont testé différents modèles de transmission électrique, encore peu utilisés par les Américains, étant plus populaires auprès des pays de l'Axe comme l'Allemagne. En plus de permettre un couple plus élevé dans les pentes, la transmission électrique offrait une accélération très élevée, bien supérieure aux autres types, rendant le char plus agile. C'est alors que les rapports des combats en Normandie ont commencé à arriver. Et sur la base des connaissances acquises avec d'autres chars de la famille, T-20, le char T-25 a vu le jour. Ce char aurait une tourelle plus grande pour accueillir un puissant canon de 91 mm, idéal pour affronter les chars lourds qui commençaient à apparaître en Europe. Et il possédait de nombreuses caractéristiques du blindage renforcé sur certains composants. Mais lors des essais avec les prototypes, un autre modèle de la série T-20 a été choisi pour la production, le T-20 6. C'était essentiellement le même véhicule que le T-25, mais avec un blindage renforcé sur le châssis. Avec 109 mm d'acier sur la partie supérieure, à l'avant et sur la tourelle, le reste du char ayant une épaisseur variant de 50 à 75 mm et la tourelle possédant 76 mm de blindage sur les côtés. Le T-26-3 plus tard, renommé M26 Pershing, comptait 5 membres d'équipage. Un conducteur, un commandant, un tireur, un chargeur et un opérateur radio, qui utilisait également une mitrailleuse de 7,62 mm installée à l'avant du châssis du char. En plus de manier le puissant canon de 90 mm, le tireur avait également accès à une autre mitrailleuse coaxiale de 7,62 mm, et le commandant pouvait utiliser une mitrailleuse lourde de calibre 50 installée sur la partie supérieure de la tourelle, que ce soit contre des aéronefs volant bas ou des positions ennemies peu protégées.
Le poids du char était d'environ 40 tonnes, ce qui en faisait alors un char lourd, compte tenu des normes de l'époque. Son moteur était une version plus légère mais tout aussi puissante du Ford GAF, une machine à 8 cylindres développant 500 chevaux. C'était le moteur standard utilisé par les versions du Sherman, ce qui faisait que le M26 avait des performances inférieures à l'idéal pour un char de sa taille. Sa suspension était de type barre de torsion, avec la transmission électrique automatique torque-matique, la même utilisée par le M18 à l'arrière du char. Il y avait une boîte avec un téléphone qui permettait à l'infanterie autour du blindé d'avoir un contact direct avec l'équipage. De plus, un système de lutte contre l'incendie semi-automatique était également présent dans le véhicule. Le conducteur disposait d'un périscope rotatif, ainsi que du contrôle du système d'extinction d'incendie. Son tableau de bord comportait 5 disjoncteurs, un levier pour sélectionner le réservoir d'eau. 1. Carburant à utiliser, commande de démarrage électrique du moteur, un compte-tours, chauffage individuel, réglage du différentiel, bouton de coupure de carburant, commande des lumières, du tableau de bord, phares principaux, compteur de vitesse et indicateur de pression d'huile et de température du moteur. Un total de 250 unités ont été commandées au début. Mais jusqu'à la fin de la guerre, environ exemplaires du blindé seraient produits. Il y a eu beaucoup de résistance à l'incorporation des M26 en première ligne, tant pour des raisons stratégiques que politiques. Les unités sur le terrain préféraient adopter des versions améliorées du Sherman, plutôt que d'adopter un nouveau char. Surtout de la part de la première et de la deuxième division blindée américaine. Un autre facteur important était l'opinion du général Leslie McNair, commandant des forces terrestres, qui avait développé la tactique d'emploi des chasseurs de chars. Il pensait également que les variantes du M4 pouvaient faire face aux chars existants sur le champ de bataille, et que les lignes de ravitaillement devaient en être priorisées pour les vivres plutôt que pour de nouveaux véhicules non testés. À ce moment-là de la guerre, les troupes allemandes défendaient leur territoire avec toutes leurs forces et exerçaient une forte pression sur les forces alliées d'invasion, ce qui renforçait la vision du général McNair. Le résultat de la bataille des Ardennes avec de lourdes pertes tant du côté allemand que du côté américain, ajouté à la mort du général McNair dans un accident en Normandie, ont permis les essais des M26, Pershing sur le terrain. Initialement, les premiers Pershing devaient être envoyés en Afrique du Nord pour être testés en terrain désertique. Mais les refus répétés des commandements allemands de la région, qui ont déclaré ne pas avoir les conditions idéales pour un char encore non testé, ont entraîné le retard de l'entrée en guerre du char. C'est alors que la mission technique Zèbre a été lancée, sous le commandement du major général Gladion Barnes. Au début, des équipages vétérans du M4 Sherman ont été adaptés au nouveau blindé, ainsi qu'une évaluation de ses performances sur le champ de bataille. Ils ont été transportés vers l'Europe par le port d'Anvers. Les officiers de la mission ont rencontré à Paris le général Dwight Eisenhower, commandant suprême des forces alliées en Europe. Il a été décidé que les M26 devaient entrer en action le plus rapidement possible. Désormais, le Troisième Reich allait ressentir la puissance de l'acier lourd américain, ou du moins c'était l'idée. Peu de M26 allaient aller voir le combat pendant la Seconde Guerre mondiale, mais l'un de ces affrontements resterait gravé dans l'histoire, notamment parce qu'il a été entièrement filmé et qu'il s'est déroulé près de la cathédrale de Cologne. Avec le recul des forces allemandes, les troupes américaines se sont précipitées pour occuper la ville stratégique et symbolique du domaine de l'Axe. Lors d'une incursion dans ces rues, 2 chars M4 avançaient lorsqu'ils sont tombés sur un char de piste apparemment immobile. Cependant, en s'approchant, le char a commencé à bouger, révélant qu'il s'agissait d'un piège. Le Panzer a rapidement tiré et détruit le premier blindé, le commandant ayant dû se faufiler à travers le char en flammes pour s'échapper. Mais il est décédé peu après, car l'une de ses jambes avait été arrachée par l'impact du projectile ennemi. L'autre char a rapidement reculé et a offert un soutien à l'équipage du premier véhicule. En passant par quelques rues plus bas,
L'équipage d'un M26 a entendu le bruit du combat et s'est rapidement approché de la zone où le Panzer ennemi pouvait se trouver. Après avoir analysé la situation et constaté que le Panther avait son canon tourné dans une autre direction, ils ont décidé d'effectuer une manœuvre de flanc, essayant de toucher le côté droit du char ennemi. Prenant de la vitesse, le M26 est entré dans la rue avec sa tourelle tournée pour abattre le Panther. Lorsque la pire vision du monde s'est matérialisée, le Panther avait tourné sa tourelle. Et maintenant, le tireur du M26 observait l'énorme canon de 75 mm pointé dans sa direction, à une distance à laquelle de nombreux canons seraient été efficaces contre le blindage du M26. Pendant ce temps, dans le Panther, le commandant allemand n'avait pas reconnu le char ennemi et au début, il pensait qu'il s'agissait d'un autre char allemand. Il a donc ordonné de ne pas tirer. Quand il a réalisé son erreur, il était déjà trop tard. La panique régnait à l'intérieur du Pershing, mais l'entraînement du tireur lui a permis de toucher le Panther dès son premier tir, détruisant le compartiment moteur. L'impact a suffi à faire fuir l'équipage allemand, mais malgré tout, un deuxième tir a été lancé contre la tourelle et un troisième a suivi immédiatement, ce qui a provoqué la détonation d'une partie des munitions à l'intérieur. Plusieurs tirs ont été effectués, même après que l'équipage a commencé à évacuer le véhicule. Ce n'était pas par cruauté, car n'importe qui se trouvant encore à l'intérieur aurait pu appuyer sur la gâchette et détruire le char américain qui était toujours dans la ligne de mire. Les premiers M26 étaient considérés comme très précieux et diverses expériences ont été menées pour les protéger au maximum du feu ennemi, ce qui a donné naissance à une version spéciale du char. Désigné T26E4, le T26E4 était équipé d'un armement différent, le canon à haute vitesse T15E1. Cet armement a d'abord été testé aux États-Unis et possédait un canon plus long que les autres armes, de 90 mm, en plus d'être globalement plus lourd. En raison de ce poids, des ressorts ont été ajoutés au-dessus du blindé pour faciliter le levage de cette masse. Celui du canon est un contrepoids inséré à l'arrière de la tourelle. Au début, on a constaté qu'il n'y avait pas assez d'espace à l'intérieur du char pour transporter une quantité décente de munitions, car le canon T15E1 utilisait des munitions différentes de la normale, qui étaient un peu plus grandes pour le T et plus lourdes. Ainsi, une adaptation a été réalisée sur les unités suivantes du T26E4 et les munitions ont commencé à être livrées en deux parties, avec le projectile et la charge propulsive séparées. Comme dans d'autres chars équipés de canons de plus gros calibre, comme le Iosif Stalin de soviétique, le premier exemplaire du T26E4, surnommé Super Pershing, encore doté de sa munition unique, a été envoyé en Europe et intégré à la 3e division blindée. À son arrivée, le chef du service de réparation de l'unité ne voulait pas que le seul exemplaire du char en Europe soit perdu. C'est pourquoi il a renforcé le blindage du véhicule. Avec son équipe, il a commencé par souder deux énormes plaques de métal de 38 mm sur le blindage frontal du char, espérant que cette amélioration augmenterait les chances de ricochet. Il était connu que les projectiles du Panther et du Tiger I pouvaient les percer certaines parties de la tourelle du Persian. Et c'est là que l'augmentation presque folle du blindage artisanal du Super Persian est devenue complètement insensée. En prenant la carcasse d'un char Panther qui avait été abattu, les Américains ont arraché le blindage frontal de 80 mm du véhicule et l'ont adapté en y insérant de petits trous pour le canon et les armements coaxiaux du T26E4. Ils l'ont installé sur la tourelle comme une sorte de masque mortuaire blindé de combat pour le Super Persian. De plus, deux autres parties du Panther seraient ajoutées sur les côtés de la tourelle pour une protection supplémentaire. Tout cela a fait que le canon du char était incliné vers le bas à cause du poids. Ainsi, une pièce de métal a été ajoutée comme contrepoids pour garder le canon à niveau. Tous ces renforts allaient ajouter plus de 5 tonnes au déjà lourd Super Pershing. Le char allait participer aux combats à 2 reprises, détruisant un véhicule blindé inconnu lors de l'une d'elles, et lors de l'autre, il aurait détruit un Tiger II ou King Tiger. Selon l'équipage, les 2 blindés se seraient
engagés au combat, lorsqu'un tir du Tiger II aurait ricoché sur le Super Pershing, qui a riposté avec un tir précis sur la partie inférieure du blindage, faisant exploser l'ennemi. Cependant, l'unité militaire allemande qui opérait les Tiger II et qui se trouvait la plus proche était à des dizaines de kilomètres de distance. Il est donc débattu s'il ne s'agissait pas en réalité d'un autre char détruit par le Super Pershing. Le T-26E4 a été absent de nombreux combats à cause de problèmes logistiques l'empêchant de participer à d'autres attaques. Tout d'abord, ces munitions spéciales de 90 mm ont été envoyées à la mauvaise unité. Ensuite, des viseurs optiques spéciaux calibrés pour le canon T15E1 sont restés aux États-Unis et des viseurs pour le canon M3 de 90 mm conventionnels ont été installés à la place. Cela a rendu nécessaire la réalisation de tests de tir sur le terrain pour le recalibrer. Mais le plus important, c'est que tout le poids supplémentaire ajouté à l'avant du char exerçait une pression encore plus grande sur le moteur du Pershing qui peinait déjà à déplacer le véhicule à grande vitesse. Ce qui rendait le Super Pershing beaucoup moins agile et plus lent que les autres unités, ce qui affectait son utilisation stratégique. Il n'a existé qu'un seul exemplaire du Super Pershing avec son blindage cannibalisé, et il a été le seul de son modèle à combattre en Europe. Les essais avec d'autres versions du Super Pershing se poursuivraient aux États-Unis avec seulement quelques dizaines de chars produits au lieu du millier d'unités initialement requis. Mais certains progrès technologiques de pointe du projet seraient transmis à d'autres prototypes à l'avenir. Le dernier enregistrement du seul Super Pershing à avoir combattu en Europe montre le véhicule dans une casse à Kassel, en Allemagne, d'où il a probablement été envoyé à la démolition. La première perte d'un Persian a eu lieu le 26 février 1945 lors d'une nuit pluvieuse, alors qu'un groupe de blindés alliés menait une offensive. Dans le village d'Elsdorf, en Allemagne, la colonne de chars comprenait le Persian numéro 38 surnommé Fireball. Elsdorf était en grande partie déserte, mais il y avait des barrages routiers faits de troncs d'arbres, ainsi que quelques canons anti-chars et des troupes allemandes cachées à certains endroits de la ville pour affronter les envahisseurs. À l'entrée du village, le Fireball s'est arrêté devant une barrière de troncs d'arbres. Les troupes allemandes à proximité se sont rapidement enfuies et cela a encouragé l'équipage du Persian à essayer de franchir l'obstacle. Alors qu'il tentait de le franchir, l'ennemi a fait son mouvement. Une redoutable force de 3 chars Tiger est entrée par le flanc ouest de la ville. 2 des véhicules ont pris des positions distinctes dans les rues, tandis que le 3e a continué jusqu'au bout de celle-ci. Alors que le M26 franchissait l'obstacle, un Sherman s'est garé derrière, attendant son tour pour passer. Mais alors une gigantesque flamme est apparue derrière le Fireball, le Sherman explosant à la suite de l'impact d'un projectile ennemi. La lumière de l'explosion était si forte qu'elle a mis en évidence la silhouette du Persian, justement pour le Tiger qui s'approchait, qui, à courte distance, a tiré 3 coups rapides et mortels sur le Fireball, tuant 2 de ses membres d'équipage et mettant le char hors de combat. Peu de temps après, cependant, le Tiger a tenté de reculer de sa position et s'est retrouvé coincé dans un tas de décombres. Et son équipage a dû abandonner le blindé peu de temps après. Les M26 ont eu une petite participation à la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais cela a suffi pour comprendre les points positifs et négatifs des premières versions du modèle. Les 20 premiers exemplaires ont été ceux qui ont vu un combat effectif en Europe, les autres arrivant plus tard et formant une force de 200 chars en service opérationnel, jusqu'au jour de la victoire contre l'Allemagne. Même si une expérience de combat limitée avait été acquise, cela a suffi à mettre en perspective une nouvelle idée de l'utilisation de chars plus lourds en première ligne. Parmi les points auxquels il fallait prêter plus d'attention sur le M26, il y avait son moteur qui fonctionnait constamment à la limite, car le char était bien plus lourd que le Sherman. Sa suspension manquait de fiabilité et son autonomie était inférieure à la moyenne en raison du stress excessif sur le moteur. Quelques exemplaires du Pershing ont même été envoyés sur le front du Pacifique, où ils ont failli participer au combat à Okinawa.
Mais lorsqu'ils ont débarqué sur l'île, la résistance japonaise avait déjà été détruite. 5 ans plus tard, cependant, les M26 retourneraient en Orient pour tester leur puissance de feu dans la chaleur de la guerre. Avec la fin de la Seconde Guerre mondiale, quelque chose d'intéressant s'est produit avec les forces blindées américaines. Ce que l'on étudie, c'est s'il y a réellement eu un tank gap, c'est-à-dire une lacune des chars dans l'armée des États-Unis. Au cours des 5 années qui ont suivi la victoire contre l'Axe, le développement de nouveaux exemplaires et modèles de chars de combat a été interrompu. En 1949, il n'y avait aucun char en production aux États-Unis, ni même un seul en cours de conception pour remplacer ceux en service, qui étaient issus de la dernière guerre. L'investissement américain s'est concentré sur le renforcement de sa force aérienne et de ses armes nucléaires qu'il pensait suffisant pour dissuader tout conflit potentiel. Le danger représenté par l'avancée de la technologie des blindés constituait-il une réelle menace pour les pays occidentaux? Et cela reste encore débattu, tout comme leur véritable cause. Que ce soit la stratégie employée ou une erreur délibérée de l'administration qui cherchait à susciter la panique chez les membres du Congrès et dans la population dans le but d'obtenir plus de ressources. Mais le fait est que le 25 juin 1950, l'un des conflits les plus oubliés par l'histoire populaire allait commencer. La guerre de Corée. Après les conflits à la frontière, les désaccords politiques et diplomatiques, ainsi que les révoltes internes en Corée du Sud. La Corée du Nord a lancé une offensive dans le but de prendre les territoires qu'elle considérait comme les siens de droit, c'est-à-dire le reste de la péninsule coréenne. Les racines politiques d'un tel acte vont du désir de la Chine et de l'Union soviétique d'avoir des frontières sûres, à la présence d'un pays allié au bloc capitaliste, jusqu'aux divergences dans les modes de gouvernement des deux Corées, qui avaient également un modèle économique totalement opposé. Mais le fait est que la Corée du Nord a failli atteindre ses objectifs au début de la guerre, en raison d'un facteur qui s'est révélé presque mortel pour les forces militaires sud-coréennes, leur absence totale de blindés. L'Union soviétique et la Chine ont envoyé des centaines de chars T-34-85 à l'armée nord-coréenne, vestige d'un théâtre de la Seconde Guerre mondiale. Ces blindés n'étaient point plus ceux produits à la hâte pendant l'invasion allemande. C'étaient des chars qui avaient été modernisés et dont certains des problèmes observés au combat avaient été corrigés et améliorés sur la base des expériences de la guerre. Des chars plus avancés, comme le T-44 et le T-54, étaient déjà utilisés dans d'autres pays, mais les T-34-85 étaient encore disponibles en grande quantité. Et leurs puissants canons de 85 mm pouvaient percer une gamme de véhicules utilisés par les pays du bloc capitaliste. C'est pourquoi ils ont été transférés pour aider à l'offensive nord-coréenne. Et c'est justement en utilisant ces blindés que les forces armées nord-coréennes ont connu un immense succès dans leur offensive. Le Sud ne possédait pas de forces blindées significatives, avec seulement quelques exemplaires du vieux type 95 japonais d'avant-guerre et quelques variantes du char Sherman. De plus, ces soldats n'étaient pas vraiment entraînés à un concept de guerre à grande échelle avec des blindés. Comme le centre des tensions géopolitiques c'était l'Europe, les États-Unis maintenaient leur principale force sur ce continent. Ainsi, lorsque les Américains sont venus aider les forces sud-coréennes au combat, seuls des chars légers de reconnaissance M24 Chaffee disponibles dans les bases au Japon ont été transférés dans un premier temps. Mais malgré cela, l'armement et le blindage de ces chars n'étaient pas suffisants pour affronter les T-34-85 qui écrasaient en toute résistance sur leur passage. L'avancée nord-coréenne a été si intense que les forces armées sud-coréennes et les forces internationales de l'Organisation des Nations Unies qui les soutenaient se sont retrouvées piégées dans une petite région entourée par la mer au sud, formant un périmètre autour de la ville de Busan. À ce moment des combats, le camp nord-coréen faisait face au défi du territoire ennemi occupé et à ses lignes logistiques extrêmement étirées et fragiles. Et le camp sud-coréen luttait contre la fatigue et le moral bas des troupes en raison des nombreuses défaites.
Le besoin de blindés efficaces était si urgent que les premiers M26 arrivés en Corée furent trouvés dans un entrepôt de l'armée américaine au Japon, le 28 juin 1950. Tous présentaient loin des problèmes mécaniques et de moteur, mais ils furent rapidement réparés avec des mesures provisoires en 1 mois et envoyés au combat. Dès leur arrivée en Corée, le 16 juillet, ils furent transférés par train vers la ville de Jinzhou, où ils devaient aider à retenir les troupes attaquantes de la Corée du Nord. Lorsqu'ils débarquèrent au département des transports ferroviaires, ils attendirent à proximité de nouvelles courroies pour leur système de refroidissement du moteur. Les courroies fabriquées au Japon étaient loin et trop courtes et laissaient le moteur surchauffer en permanence. Ils devaient donc régler ce problème de toute urgence. Le 31 juillet, la 6e division de l'armée nord-coréenne a tenté d'envahir la ville et les M26 ont aidé à la défense. Quelques jours plus tard, le correspondant de guerre William Moore de l'Associated Press a remarqué un groupe de soldats avançant le long de la voie ferrée qui menait à la ville, et il a immédiatement donné l'alerte. Le lieutenant Fowler, qui dirigeait les 3 Persians, est allé vérifier ce mouvement étrange. Ils ont identifié les soldats comme étant nord-coréens et ont ouvert le feu avec leurs mitrailleuses Ortos 30 et 50 décimant le peloton ennemi qui se trouvait à découvert. Mais le lieutenant Fowler lui-même serait blessé lors de l'échange de tirs alors qu'il manipulait l'une des mitrailleuses. Ensuite, Zidale et Sanko se dirigeaient vers la ville de Mazan. Mais en chemin, ils ont trouvé qu'il n'y avait qu'une seule voie d'accès, un pont sur la route qui était détruit. Ainsi, les équipages des Pershing ont abandonné leurs véhicules et ont terminé le trajet à pied. Mais le besoin désespéré de blindés plus performants n'était pas encore terminé. Ils avaient un besoin urgent de plus de chars. Même les M26 qui étaient exposés de façon statique à Fort Knox, dans le Kentucky, ont été rapidement remis en état de marche et envoyés en Corée. Et c'est justement à cause de cet entretien précipité que les premiers M26 en Corée rencontraient constamment des problèmes mécaniques. Comme les Américains avaient arrêté la production de chars depuis 5 ans, ils allaient en devoir se battre avec tout ce qui était disponible à ce moment-là. Le 17 août 1950, le Pershing commencerait à montrer ses véritables capacités de combat. Dans l'après-midi, un groupe de 4 M26 Pershing, dirigé par le lieutenant Granville George Sweet, surnommé Granville George par ses collègues, a commencé à approvisionner ses véhicules en munitions et en carburant pour se préparer à d'éventuels affrontements. Son peloton avait déjà participé à la défense du périmètre de Pusan auparavant, mais il n'avait pas encore rencontré de chars ennemis. Et puis, le calme de l'après-midi fut bouleversé par l'arrivée d'une nouvelle à la radio Flash Purple. C'était le code pour avertir que des blindés ennemis approchaient. Il était temps d'agir. Se déplaçant rapidement vers son blindé, Sweet avertit tout le monde qu'ils allaient au combat. Les équipages commencèrent à terminer rapidement leurs tâches et, dans la précipitation pour aller au combat, ils renversèrent même du carburant en versant les derniers bidons dans les réservoirs du blindé. Un fait qui aurait une importance extrême. Plus tard, sur le front, un groupe de fusiliers commença à prendre position sur les hauteurs des collines autour de la route qui menait à la région. C'est précisément par là que 4 T-34-85 avançaient accompagnés du soutien de l'infanterie juste derrière. Dès qu'ils ont aperçu la présence de l'ennemi, les 2 groupes ont commencé à échanger des tirs avec des projectiles d'armes automatiques, volant dans toutes les directions. En même temps, les canons des T-34 tiraient de temps en temps, cherchant à déloger les fusiliers de leur position. En réponse à cela, des équipes équipées de bazookas ont tiré sur les blindés nord-coréens, sans percer leur blindage, mais en mettant le feu aux réservoirs de carburant externes, laissant la partie supérieure du moteur de certains d'entre eux en flammes, mais encore capables de se déplacer. Tout près, les 4 M26 s'approchaient. Ils pouvaient déjà entendre le bruit du combat lorsqu'ils ont trouvé 2 camions de ravitaillement garés sur la route, servant de barricade. L'un des commandants des Pershing, le sergent Fullerton, est alors sorti de son char, est monté dans les véhicules et les a retirés de la route, laissant ainsi de la place pour que les chars puissent passer.
Quelques instants plus tard, le lieutenant Sweet s'est rendu compte que son canon avait un problème d'élévation et a ordonné à Fullerton de prendre la tête du combat. C'est alors que Sweet a reçu le message que des chars ennemis se dirigeaient vers eux, donnant l'ordre aux blindés de son peloton de former une ligne de défense. Sur la route, près d'un virage, avec une élévation cachant la vue de ceux qui approchaient, le premier T-34 est alors apparu. Sans perdre de temps, Fullerton a averti l'équipage de la présence ennemie et a ordonné de tirer. Le projectile perforant a transpercé l'avant de la tourelle du char, a traversé l'intérieur et est ressorti par l'arrière, touchant le flanc de la montagne. Mais même avec un tel impact, le char nord-coréen a continué d'avancer dans sa direction. Un autre tir dans la même zone et le projectile a suivi le même trajet, touchant une fois de plus la montagne juste derrière, laissant les fusiliers qui s'y trouvaient inquiets d'être contournés. Mais même cette deuxième attaque n'a pas suffi à arrêter le T-34. Ce n'est qu'un troisième tir qui a touché le dépôt de munitions du T-34 qui a provoqué des jets de flammes sortant par les trous causés par les impacts du M26, indiquant que finalement l'ennemi avait été neutralisé. Mais il n'y avait pas de temps pour célébrer, car l'autre T-34 est rapidement apparu et a commencé à pointer son canon dans cette direction. Les deux ont tiré presque simultanément sur le nouvel ennemi. L'un des impacts sur le T-34 a été si puissant que la tourelle du blindé nord-coréen s'est mise à tourner comme un jouet d'enfant. Le tireur qui se trouvait également dans la tourelle a tiré alors qu'elle effectuait cette rotation folle. Probablement étourdi par ce mouvement soudain, le T-34 recevrait encore 2 tirs et commencerait à prendre feu. Mais il n'avait pas encore abandonné, ressemblant à un mort-vivant. Le char en flammes et lentement détruit commença à tourner sa tourelle en direction des Américains. Maintenant, utilisant des munitions explosives pour anéantir l'équipage et détruire les composants fragiles, les M26 ont eu besoin de 4 tirs supplémentaires pour réduire définitivement au silence le deuxième ennemi. Mais ce n'était pas encore la fin de la bataille. Par radio, les autres Pershing ont averti Fullerton que son char commençait à prendre feu avec le tir du canon de 90 mm du Pershing. De petites étincelles ont déclenché un incendie à l'arrière du char qui était imbibé de carburant à cause de la précipitation lors du ravitaillement. Mais avant même qu'ils ne comprennent ce qui se passait et ne puissent pas sortir pour éteindre les flammes, un énorme impact a secoué le char du sergent Fullerton. Un autre T-34 était apparu sur la route, tirant à nouveau et touchant le blindage du M26, ce qui a provoqué un nouveau ricochet. Les M26 ont riposté, tirant encore plus de coups de canon. Les fusiliers sur la colline ont assisté à un combat surréaliste. En plus de l'affrontement entre les deux types de blindés, l'incendie sur le M26 était intermittent. Cela se produisait parce que le tir du canon éteignait le feu et le suivant produisait des étincelles qui rallumaient les flammes, dans un cycle qui s'est répété plusieurs fois. Les salves répétées de tirs ont rapidement détruit le troisième T-34 et le dernier char de la formation a décidé de battre en retraite, étant rapidement détruit par un tir de bazooka des fusiliers sur la montagne. En raison de ces actions ce jour-là, le sergent Cecil Fullerton a reçu la Bronze Star pour son excellente performance. Le mythe de l'invincibilité des chars soviétiques en Corée avait été brisé. Au fur et à mesure que le conflit se déroulait, le camp sud-coréen a commencé à inverser la situation et à repousser les communistes vers le nord. La fin officielle de la guerre n'a jamais eu lieu, les deux Corées étant encore aujourd'hui techniquement en état de guerre. La frontière tracée à la fin du conflit fut le 38e parallèle nord, aujourd'hui l'une des régions les plus militarisées de la planète. Les rapports sur la destruction de chars ennemis par les Américains en Corée indiquent qu'environ 50% des T-34 abattus l'ont été par différents modèles, du M4 Sherman, tandis que les M26 de tout type étaient responsables de l'autre moitié, mais les Pershing avaient un taux de survie et une résistance au feu ennemi supérieur à ceux des M4. Comme le M26 avait été produit avec le même ensemble de motorisation que les Sherman. Déjà pendant la Seconde Guerre mondiale, il avait été constaté que le blindé manquait de mobilité suffisante.
Et, avec cela à l'esprit, en plus du fait que désormais le champ de bataille se trouvait dans des régions montagneuses et très accidentées de la péninsule coréenne. Une mise à jour a apporté au châssis du M26 quelques améliorations, parmi lesquelles un moteur plus puissant. Ce qui, même si cela n'a pas résolu le problème de mobilité, a permis une meilleure efficacité lors de l'opération. Pendant la guerre, cette nouvelle version du M26 Pershing serait alors connue sous le nom de M46 Patton en hommage au légendaire général américain. Alors, avez-vous aimé notre contenu ? Si vous souhaitez que la salle de guerre continue à produire ces vidéos, envisagez de collaborer avec nous. Aidez-nous en faisant un don via Pix ou en rejoignant notre campagne sur Apoyace. Vous accéderez à notre groupe WhatsApp exclusif et votre nom apparaîtra dans nos vidéos. Le lien est juste ici dans la description. Eh bien, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la partager avec vos amis. Aussi, laissez-nous un pouce bleu et abonnez-vous à la salle de guerre pour ne rien manquer. Je vais m'arrêter ici. Je vous remercie encore une fois pour votre audience et une grosse accolade de la salle de guerre.